Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 7 clés du livre La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill. Alors qui était Napoleon Hill? Napoleon Hill était journaliste de vocation au début du XXe siècle. Puis il a fait la rencontre un jour, dans le cadre d'un article de son journal qu'il devait faire, d'Andrew Carnegie, le magnat de l'acier. Cette personne, Andrew Carnegie, dont j'ai fait la chronique déjà sur cette chaîne YouTube, a été le premier milliardaire par notamment l'industrie de l'acier et du chemin de fer, parce qu'il y a eu beaucoup de construction de chemin de fer aux États-Unis pendant le XXe siècle, au début du XXe siècle, et les scieries, les industries de production d'acier ont vraiment travaillé énormément pour faire les locomotives, pour faire les rails de chemin de fer, etc. etc. Et donc Andrew Carnegie, avec cette fortune-là, il a missionné Napoleon Hill d'étudier, de rencontrer toutes les personnes influentes de son temps. Et la difficulté que pouvait représenter éventuellement à Napoleon Hill le fait de demander un interview a été facilité parce que Andrew Carnegie connaissait tous les entrepreneurs de son époque et permettait de les recommander à Napoleon Hill pour qu'il puisse facilement avoir accès. La maîtrise de la persuasion est parmi les livres de Napoleon Hill les plus intéressants. Dans ce livre, il nous dévoile tout ce qu'il faut savoir sur l'art de vendre et surtout l'art de se vendre. Donc dans cette vidéo, je vais partager les 7 clés que j'ai retenues de la lecture de ce livre et qui vont t'aider à maîtriser la persuasion, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens du côté proactif qui va vraiment te servir à progresser. Mais juste avant cela, la première clé que je retiens de ma lecture du livre La maîtrise de la persuasion, c'est de se fixer un but à long terme. Pour réussir en tant que vendeur, ou dans la vie tout simplement, Napoleon Hill nous conseille de choisir un objectif précis, d'avoir toutes les compétences pour l'atteindre, de mettre en place un bon plan d'action et de persévérer dans sa mise en œuvre. Donc sur cette image que je vous propose, d'un point A à un point B, on voit que ce n'est pas quelque chose de rectiligne. On ne va jamais directement, on va toujours faire des détours. Et les détours que l'on va faire, c'est quelque chose qui vont construire notre vécu, notre expérience et notre personnalité. Quoi qu'il en soit, se fixer un but à long terme est la meilleure chose que vous puissiez réussir à faire. Ça va vous permettre d'être dans la perspective, de observer que la personne que vous voulez devenir ou la personne que vous imaginez être dans l'avenir n'est pas la même personne que celle que vous êtes aujourd'hui. À titre d'exemple, si vous êtes dans la peau de ce vendeur, vous savez qu'aujourd'hui vous vendez par exemple en travaillant chez Darty, vous allez vendre pour 10 000 € de machine à laver par mois. Ça, c'est ce que vous savez faire. Et vous savez également que certains vendeurs font 100 000 € de vente de machines à laver par mois. Vous vous dites, mais quelle est la différence entre ces personnes qui font 100 000 € de vente de machines à laver et moi qui en fais 10 000 € dans le même magasin? Parce qu'on a le même flux de clients et les choses se passent de la même manière. Et donc en se posant ces questions-là, vous allez vous dire pourquoi je peux pas moi aussi me fixer ce but à long terme ou à court terme, à moyen terme en fonction de cet exemple, de l'exemple que vous prendrez, et de vous dire ok, quelles sont les clés. Donc déjà l'objectif est précis, 100 000 € de vente de machine à laver par exemple. Quelles sont les compétences que ont acquis les vendeurs qui font 100 000 € de vente de machine à laver par rapport à moi qui en fais 10 000? Et vous observez que d'un coup vous allez devenir un élève de personnes qui sont expérimentées ou en tout cas qui ont un don, un secret, un talent ou une compétence que vous n'avez pas encore. Et une fois que vous allez réussir à identifier ces compétences-là, vous allez chercher à les atteindre et à mettre le plan d'action en répétant ces nouveaux comportements, cette nouvelle attitude que vous aurez observée pour pouvoir réussir à obtenir l'objectif dans l'exemple qu'on avait de vendre pour 100 000 € de machine à laver par mois. La deuxième clé du livre, La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill que j'ai retenu, c'est de faire preuve d'imagination. Pour vendre ou se vendre, l'imagination est essentielle. C'est l'une des 7 clés du livre de La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill. Dans son ouvrage, l'auteur mentionne 2 types d'imagination et c'est sur lesquels on va rester quelques instants. D'abord, l'imagination synthétique. On va réussir à imaginer de façon synthétique quelles sont les choses, si on reprend notre exemple qu'on a eu précédemment, quelle est la différence entre la personne qui va vendre 100 000 € de machine à laver d'une personne qui vend 10 000 € de machine à laver par mois dans un magasin de grande distribution dans le même magasin. Quelle est dans l'imagination de la personne les choses qui vont varier, la synthétisation de ça. Donc c'est assez factuel, mais l'imagination de comment vous devrez vous comporter vous-même. Et ensuite,
imagination créative, celle que vous allez vous faire vous-même avec votre propre matériel, comment vous êtes et comment vous pouvez améliorer les techniques. D'ailleurs, il y a un livre aussi qui est extrêmement intéressant, en petite parenthèse par rapport à la maîtrise de la persuasion, c'est le livre Vendre de Jordan Belfort, qui, on peut dire ce qu'on veut de Jordan Belfort, qu'il a été un pourri ou quelqu'un qui a vraiment investi du temps sur les techniques de vente. Toujours est-il que Jordan Belfort, il a réussi à vendre des actions qui ne valaient rien à des personnes qui étaient très influentes, maîtrisaient beaucoup de choses et qui les achetaient, j'allais dire 20 fois, mais ça se trouve c'est vraiment très inférieur, je me rends même pas compte de combien ils pouvaient les vendre, beaucoup plus cher en tout cas que le prix qu'elles valaient, et de réussir comme ça à s'enrichir sur les coûts de transactions dans les reventes qu'il faisait. Et donc ça c'est quelque chose qui est une imagination créative, puisqu'il a imaginé avec ses capacités de persuasion, de vente, à faire des choses qui desservaient très défavorablement des personnes influentes et qui lui servaient. Mais ça, dans ce rapport-là, c'est pas très éthique, on est d'accord. Ce pour autant, voilà un petit peu les exemples de cette imagination synthétique et créative dont vous devez faire preuve pour pouvoir maîtriser votre persuasion et maîtriser votre capacité à pouvoir influencer, mobiliser, leadershiper, si ça peut se dire, les autres. Je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses ou à partager cette vidéo à une personne pour qui cette vidéo pourrait vraiment avoir un impact fort dans sa vie. Troisième clé que j'ai retenue de ma lecture du livre La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill, c'est le fait de faire des bons choix. Quand on est jeune, les choix liés à notre vie professionnelle doivent être faits avec soin. Pourquoi ? Parce qu'un choix professionnel va déterminer notre niveau de réussite dans la vie. Pour Napoleon Hill, les vendeurs doivent faire preuve d'une formation commerciale et se baser sur les bons critères pour choisir l'école qui va suivre et qui va permettre de développer cette compétence. La vente est certainement l'une des choses les plus intéressantes dans les domaines des compétences transverses, parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre à savoir faire énormément de choses sur la technique, vous allez devoir apprendre à observer, comprendre les mécanismes physiologiques, psychologiques dont vont être atteints les personnes qui vont chercher à acheter quelque chose. Quel que soit ce qu'ils veulent acheter, ils vont avoir des mécanismes, des modes de réflexion, des modes de réalisation. Et l'une des choses les plus étonnantes, c'est quand vous allez par exemple faire des soldes, rentrer dans un magasin, une personne va venir vers vous, vous proposer des conseils, et parfois vous étiez promis de ne rien acheter et vous allez sortir un quart d'heure plus tard avec 200 € d'achat, 100 €, 50 € d'achat, alors que vous étiez promis de ne rien acheter. Comment les choses ont-elles réussi à être faites? Qui a réussi à vous influencer? Comment votre psychologie a été modifiée et en quel moment vous avez basculé de cette personne qui ne voulait rien acheter à cette personne qui voulait acheter? Bref, tout ça pour dire que quand on est jeune et qu'on choisit un métier, on doit avoir le désir ardent de choisir ce métier. Un des points importants de la maîtrise de la persuasion. Et une fois qu'on a choisi ça, de trouver la formation commerciale qui va vous permettre de vraiment progresser dans la vente et d'avoir les compétences transverses les plus éthiques possibles pour faire qu'une vente soit vraiment une vente que le client ait eu envie et qui réponde bien aux besoins du client et non pas seulement à un besoin illusoire que vous avez su créer chez votre client. Quatrième clé du livre La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill, c'est de bien gérer son emploi du temps. Pour un vendeur, la gestion de l'emploi du temps n'est pas une mince affaire. Selon Hill, l'emploi du temps le plus efficace consiste à dormir 8 heures, avoir 8 heures de sommeil, faire 8 heures pour une activité professionnelle, 4 heures pour les loisirs et la santé, 2 heures pour l'étude et la réflexion, avec cette fameuse imagination créative ou cette imagination synthétique, et enfin 2 heures de bénévolat. Ça peut être aider une personne dans votre entreprise à finir un projet de manière complètement désintéressée. Ça peut être de vous investir dans une association, ça peut être de faire par exemple comme je suis en train de vous faire des vidéos, poster des citations, des choses qui sont complètement désintéressées, juste de partager des choses que je vais lire qui vont m'influencer, qui vont m'inspirer, et de les partager à mon tour pour aussi mémoriser davantage ce que j'ai lu, observé, compris, et ça me permet de me sentir dans le don aux autres personnes. Par ailleurs,
la gestion de l'emploi du temps est quelque chose qui est bien trop souvent négligé. On va rentrer dans une sphère où quand on va sortir de l'école, donc à l'école on a toujours des emplois du temps qui nous sont donnés au début d'année, on va travailler dessus de manière assez rigoureuse, et puis on va sortir de l'école, on va rentrer dans le monde professionnel, et on va avoir qu'un seul emploi du temps. Un horaire très étendu dans lequel on vous dit pas forcément ce que vous avez à faire, et c'est un peu au choix pour vous de définir votre temps de travail et de ce que vous allez faire dans l'heure que vous allez travailler. C'est d'ailleurs une des phrases qu'Andrew Carnegie, je crois, disait, c'est je ne suis pas payé pour l'heure de travail, je suis payé pour la valeur que je donne à l'heure de travail. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à noter, la différence de perception que l'on peut avoir sur une heure de travail donnée. Et donc quand on est entré dans le monde professionnel, on va avoir à un moment donné des grandes horaires dans lesquelles on n'a pas forcément d'emploi du temps de ce qu'on doit faire dedans et surtout aussi en dehors. Et donc cette proposition d'analyse qu'a fait Napoleon Hill en étudiant les personnes les plus influentes de son temps, c'est vraiment quelque chose qui a servi à ces personnes, malgré le poids de leurs responsabilités, malgré ce qu'elles avaient construit et ce que exigeait les constructions de ce qu'elles avaient fait, et bien de leur permettre de pouvoir quand même avoir une vie correcte. Et donc ça, c'est vraiment le fait de gérer son emploi du temps. Cinquième clé du livre, la maîtrise de la persuasion, dont je vais partager avec vous, c'est la persévérance. La persévérance est l'une des meilleures clés du livre, la maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill. Pour l'auteur, tout un chacun doit respecter ses plans avec une grande persévérance, même si parfois, ceux-ci doivent être encore améliorés. La persévérance, et j'ai choisi cette image dans laquelle on voit un homme qui pousse cette pierre qui paraît très lourde et qui veut la monter au sommet. Il veut peut-être faire une construction, peut-être qu'il fait une pyramide en pierre, va-t-on savoir. Et la persévérance, c'est son plan. Il veut monter cette pierre jusqu'en haut de la montagne. Et pour cela, il peut peut-être se reposer, mais s'il lâche la pierre, c'est fini. S'il arrête de s'investir un jour jusqu'à que la pierre soit arrivée, la pierre redescend en bas, il faudra tout réinvestir. C'est un peu comme réamorcer une pompe. Quand vous amorcez une pompe d'un puits, d'un circuit ouvert, vous devez aspirer longtemps l'eau jusqu'à ce qu'elle soit dans la garde d'eau verticale et que vous puissiez pomper de manière sans effort. Bah là c'est la même chose. Si vous lâchez la pierre, tous les efforts antérieurs seront annulés. Donc vous devez à un moment donné choisir de peut-être pousser peut-être ou d'avancer d'un centimètre, d'un mètre, de 100 mètres, d'un kilomètre avec cette pierre, mais vous devez décider à un moment ou un autre d'agir pour avancer. Et la persévérance, c'est une fois que vous avez ce plan, si vraiment c'est votre désir ardent de monter cette pierre en haut de la montagne, que c'est ce que vous voulez faire, que vous y pensez constamment, continuellement, et bien chaque jour, vous devrez pousser cette pierre vers le sommet que vous avez choisi. Enfin, septième et dernière clé du livre La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill, c'est la foi. Pour Napoleon Hill, la foi est un état d'esprit qui aide à la valorisation d'un résultat, d'un objectif bien déterminé, avant même d'avoir commencé à le poursuivre. La foi est toujours déclenchée par le profond désir d'atteindre le but escompté. Et si on reprend l'idée de cette pierre qu'on doit monter en haut d'une colline, dans cette idée-là, on se dit que la personne qui veut pousser cette pierre au haut de la colline, elle a la foi qu'elle va y arriver. Elle a le désir de le faire, mais elle est au fond d'elle sûre qu'elle peut le faire, même si ça paraît impossible. Parce qu'elle va trouver des moyens pour pouvoir y arriver. Et c'est exactement ce que vous devez réussir à faire, que vous croyez en Dieu ou pas, que vous croyez dans un Dieu ou pas. La foi est quelque chose qui va vous permettre de dépasser les barrières et aussi de rentrer dans une imagination, comme on l'a vu au début de cette vidéo, synthétique ou créative qui va vous permettre de véritablement réussir. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu as aimé cette vidéo, tu me raterais probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description, juste en dessous. Enfin, comme je te l'ai promis au début de la vidéo, tu peux télécharger le cadeau gratuit, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui ont réussi, avec un e-book gratuit. Tu laisses ton prénom, ton adresse email et je t'envoie instantanément cet e-book, les 7 habitudes de tous ceux qui réussissent. En attendant, je t'invite à cliquer sous la flèche bleue pour découvrir une vidéo adaptée à ce que tu regardes en ce moment, ou sous la flèche rouge pour t'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!